Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Je vous prie de m'excuser immédiatement pour ma voix. Je suis passé tout près de l'extinction de voix hier et je pense que vous allez noter que ma voix est un tout petit peu rauque, mais nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui, donc je ne pouvais pas ne pas faire cette émission, donc vous me pardonnerez cette voix un petit peu chancelante de temps à autre et j'espère qu'elle ne va pas m'abandonner avant la fin de cette émission. Donc aujourd'hui, je vous disais que nous avions un invité exceptionnel et nous avons surtout une maison exceptionnelle qui nous rend visite chez nous en Bourgogne sur le plateau des discussions sartoriales puisqu'il s'agit de la maison Pini Parma. Alors si vous suivez Parisian Gentleman depuis de nombreuses années, vous avez sans doute entendu parler de Pini Parma, et même a fortiori, si vous êtes intéressé par l'univers sartorial, par l'élégance masculine classique, Pini Parma s'est imposé au cours des 10 dernières années, parce que je crois que c'est une maison qui a à peu près 10 ans. Nous allons rentrer dans les détails rapidement avec notre invité. C'est une maison, nous, qu'on a beaucoup soutenue au début, parce qu'il nous semblait que c'était une offre en prêt-à-porter de grande qualité, qui était quasiment sans concurrence à Paris, et donc c'est pour la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui le responsable commercial, on pourrait dire le area manager, on dit en anglais, de la maison Pini Parma, et il s'agit de notre ami et camarade Romain Chenel. Bonjour Romain, comment allez-vous ? Bonjour Hugo, merci beaucoup, merci pour l'accueil, je suis très, très content et ravi d'être ici pour pouvoir parler de la maison. Vous êtes un abonné des discussions sartoriales, j'imagine, et de Parisian Gentleman même. Oui, depuis très longtemps. Comme je te disais un petit peu plus tôt, c'est que j'ai découvert notamment Pini Parma grâce à Parisian Gentleman. C'est marrant la vie. L'anecdote est sympa. Alors on va se tutoyer. J'avais fait le vœu de le vouvoyer et puis finalement il m'a tutoyé parce qu'on se connaît un tout petit peu. Et puis surtout je connais bien la maison Pini Parma et Thomas Pini le fondateur, donc on va se tutoyer. Alors nous c'est important de te recevoir aussi. C'est un plaisir évidemment non fin de vous recevoir, mais c'est surtout quelque chose dont on parlait depuis des années avec ton patron, Thomas Pini, qui est le fondateur de la marque, en se disant c'est quand même fou. Parisian Gentleman a été, je crois qu'on a été les premiers à parler de Pini Parma. Je me souviens de Thomas Pini, que j'ai rencontré à l'époque, il travaillait chez Bodji. Voilà. Et on avait fait une inauguration, on était devenus pas amis, mais en tout cas on avait de bonnes relations. Et j'ai été parmi les toutes premières personnes auxquelles il a annoncé son vœu de partir de chez Bodji pour monter sa propre maison d'élégance masculine classique. Et j'ai suivi donc ce parcours absolument stupéfiant parce que ça a été relativement vite. Et Thomas a réussi à se trouver une clientèle relativement rapidement à Paris. Et donc nous allons essayer ensemble, lors de cet entretien, de discuter d'élégance masculine, d'essayer de comprendre et de décrypter le succès de Pini Parma, qui est un succès vraiment éclatant depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années maintenant, et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une maison de prêt-à-porter haut de gamme, de qualité, peut encore faire son trou dans un monde qui s'est de plus en plus orienté vers le sur-mesure. Alors, on va d'abord parler un tout petit peu de toi, parce que tu sais que sur la chaîne des discussions sartoriales, on aime bien parler d'individus et de personnalités. On parlera du fondateur de ta maison juste après. Mais toi, donc, on a pris un petit café avant de démarrer cette émission, et tu m'as appris quelque chose, tu m'as appris que tu étais à l'origine architecte. Ça me rappelle l'histoire de mon ami Julien Scavini. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu étais diplômé d'architecture ? Tu as même exercé en tant qu'architecte et d'un seul coup, tu as décidé que ta voie, c'était plutôt l'élégance masculine classique. Pourquoi ? C'est ça. Alors j'ai toujours été passionné de vêtements. Oui. J'ai eu la chance d'avoir mon papa qui, au quotidien, s'est toujours très bien habillé. D'accord. Et donc j'ai été plongé dedans depuis tout jeune. Oui. Et lui-même était aussi architecte. Donc j'ai suivi peut-être un petit peu cette voie-là. Oui. Et petit à petit, la passion a repris le dessus. Même si j'adore et je suis passionné d'architecture encore aujourd'hui. J'ai décidé d'en faire ma vocation et mon travail au quotidien, tout simplement parce que voilà, j'étais un vrai passionné de vêtements. D'accord. Donc... Comment ça a été accueilli dans ta famille ? Parce que j'imagine que quand... Je me souviens, Julien Scavini me parlait que dans sa famille, bon, quand même, architecte, c'est quand même un peu... Comment dire, ça a une certaine stature, ouais, quoi, ça a une certaine... Tu es un peu un notable dans une ville quand tu es architecte, etc. Comment ça a été accueilli par ta famille ? Parce que généralement, passer d'architecte à, au début, j'imagine, vendeur de costumes dans un magasin, comment ils ont pris ça ? Alors, au début, effectivement, c'est difficile à comprendre sur le papier. Oui. Après, me connaissant et à force de discuter avec moi, ils ont compris que, comme je l'ai dit auparavant, c'était une passion, oui, et que pour moi, il y avait des choses très communes
entre les deux. C'est-à-dire qu'on parle bien évidemment de proportion du corps. Alors certes, c'est une échelle de travail différente, mais on parle de proportion, on parle de matière, on parle de couleur. Et je trouve qu'au final, le parallèle, il est assez simple à comprendre entre ces deux professions qui, pour moi, encore une fois, sont complémentaires. Quand on voit aussi le moduleur qui a été créé par Le Corbusier, il y avait une réelle étude qui a été faite sur le corps humain. Et donc, je pense qu'avant tout, quand on est architecte, on crée des espaces pour des humains. Et quand on crée des vêtements, c'est aussi pour des êtres humains. Donc, pour moi, le parallèle, effectivement, était très rapide, finalement. Donc, tu as fait une conversion de Deleuze-Derrida aux dandy historiques de Londres comme Georges Brumel, etc. Non, c'est une blague, etc. Mais je me souviens de Julien me disant que quand il était chez le déconstructivisme Deleuze-Derrida, ça l'intéressait un tout petit peu moins et qu'il avait plutôt, lui, embrassé le métier de tailleur, parce qu'il a fait une formation de tailleur, dans l'idée, en fait, de laisser une trace derrière lui, de faire quelque chose de concret, en fait, tout simplement. Et en fait, donc c'est assez joyeux. Et d'ailleurs, je me suis permis de passer un tout petit peu de temps là-dessus, parce que nous avons aujourd'hui une jeune génération de gens qui s'intéressent à notre travail, qui s'intéressent aux discussions sartoriales, à tous les blogs de la sartosphère, on pourrait dire, et de plus en plus, on a ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai beaucoup moi, de témoignages de gens qui me disent « Ah bah, j'ai commencé des études de médecine, ou j'ai commencé des études de sociologie, ou des études de psychologie, ou même je suis diplômé comme toi en architecture, mais pour autant, ma passion est plutôt le vêtement. » Et je trouve que tu n'es pas un cas isolé voilà, dans ce secteur. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre petit monde est en train d'ouvrir les portes de métiers absolument passionnants pour toute une génération qui peut-être ne sait pas exactement où aller dans sa vie. Donc je suis content que tu aies pu nous donner ce témoignage. Alors, Thomas Pigny, je vais vous en parler parce qu'il n'est pas présent, on aurait bien aimé qu'il vienne, mais il était très très occupé, donc il nous a envoyé Romain pour parler de Pigny Parma. Moi je l'ai connu, il était chez Boggi. Donc Thomas Pigny, première chose, c'est un Italien pure souche, n'est-ce pas ? De Parme, d'où le nom. Ah, de Parme. Exactement. D'où le nom Pigny Parma. Voilà. Alors moi, je l'ai peut-être connu avant toi, du coup, puisque moi, je l'ai connu à l'époque de Boggi. Oui. On avait déjà remarqué que ce jeune homme, il avait un goût très sûr. Il était très passionné, il avait ce petit accent italien qui traînait toujours derrière. Et je me souviens que quand il m'a annoncé... Alors, la date de fondation, c'est 2017. 2017, ouais. D'accord. Donc, quand j'ai dit 10 ans, j'ai exagéré un tout petit peu. Un petit peu moins, effectivement. Ah, oui. Mais en fait, moi, je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est que je pense que Thomas avait dû commencer à m'en parler en 2015-2016. Oui, sachant qu'il y a eu un pop-up aussi auparavant qui a été créé, donc disons officiellement en 2017, mais bien évidemment c'est du travail en amont. Exactement. Alors, donc si tu pouvais, toi, vue de ton clocher, mais enfin, tu es vraiment immergé dans la maison Pigny Parma tous les jours, quels ont été pour toi les facteurs de succès immédiat de cette marque ? Parce que je crois pouvoir dire que c'est une maison qui a démarré avec une petite boutique à Paris, rue de la Boétie, enfin une belle boutique d'ailleurs, rue de la Boétie à Paris, qui était la boutique originelle. Et d'après ce que je sais, ça a tout de suite pris. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite eu une appétence pour le travail de Pigny Parma, alors qu'il y avait sur le marché les monstres, Sud Supply, Boggi, et puis tous les habilleurs installés à Paris depuis très 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 longtemps. Quelle est, selon toi, l'une des raisons majeures du fait que Pigny, ça a tout de suite fonctionné, il y a tout de suite eu un appétit pour vos créations ? Alors je pense qu'on a un ADN assez clair et compréhensible de tous. Et donc je pense que c'est notamment pour ça que les gens arrivent tout de suite à comprendre le concept, où ils vont, ce qu'ils vont chercher chez nous. Ça reflète l'Italie, tout simplement. Donc il y a un vrai lifestyle au-delà du vêtement. Et je pense que c'est ce qui amène les gens chez nous aujourd'hui, tout simplement. L'italien. Exactement. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un style italien, on fait fabriquer 100% en Italie, ce qui est plutôt rare aujourd'hui sur le marché aussi. Très rare. En prêt-à-porter notamment. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que les gens finalement ont cette appétence envers nos produits, puisqu'il y a très peu de concurrents aujourd'hui sur le marché avec un ADN aussi clair et précis que le nôtre. Et du coup aussi dans cette gamme de prix, il y a très très peu de gens aujourd'hui. Tu as cité Boggi ou Sud Supply qui aujourd'hui malheureusement délocalisent un petit peu leur production. C'est pas notre cas. Et donc les gens sont sensibles à ça énormément. Ils regardent toujours où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué. Et donc c'est ce qui amène les gens très clairement chez nous. Et on vend un petit peu un peu de lifestyle, un peu d'Italie, c'est-à-dire un peu de Dolce Vita, exactement, un peu de cette façon d'aborder la vie. J'irais même un peu plus loin, cette façon d'habiter la vie. Exactement. C'est même plus que la Dolce Vita. Pour moi, les Italiens ont cette capacité à habiter leur existence différemment. Et c'est quelque chose qui est assez, alors qui se voit bien sûr dans le style masculin, parce que pour moi l'Italie reste le sommet du monde. Enfin bon, après, je sais
sais que les amoureux de leur sartorial britannique vont encore me jeter des tomates pourries, mais sincèrement, c'est mon goût personnel. Je trouve que le pays du style masculin, avec tout ce que ça veut dire en termes de flair, en termes de nonchalance, en termes de capacité à porter un costume de manière naturelle, avec cet effet un peu seconde peau qu'on voit très, très bien à Naples. Tu sais que Naples, j'en ai parlé à la télévision il y a quelques jours, c'est le seul endroit, alors c'est moins vrai à Milan, moins vrai à Florence, mais c'est très vrai à Naples, très vrai à Bari, très vrai dans les Pouilles, c'est le seul endroit sur Terre où quand tu te balades avec un costume bien taillé dans la rue, les hommes viennent te féliciter. Ce qui est complètement fou. Hein. C'était arrivé, j'imagine. Oui, bien évidemment, que ce soit homme, femme, c'est pas rare. Parce qu'effectivement aujourd'hui on a juste à ouvrir les yeux et regarder un petit peu les gens dans la rue en général et voilà, tu l'as bien décrit, c'est que malheureusement les gens s'habillent de moins en moins, donc dès lors ce qu'on porte ne serait-ce qu'un beau une belle veste sport comme la tienne par exemple aujourd'hui, ça interpelle tout de suite les gens. Donc voilà, des couleurs claires aussi, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, donc les gens sont vite interpellés par ça. Et en plus il y a une ambiance en Italie qui fait qu'ils aiment bien cette notion de bella figura, c'est-à-dire d'une belle figure, tu vois. Et en plus si tu n'es pas italien et que tu te balades à Naples, chez eux, en costume, c'est encore mieux pour eux. Ils ont vraiment tendance à le célébrer. Moi, je trouve ça vraiment symptomatique. C'est un petit exemple, mais qui dit beaucoup d'une société. En France, tu fais la même chose, on a plutôt tendance à parler dans ton dos. Pourquoi le mec, il est habillé en costume croisé, avec une cravate, etc. Alors, de moins en moins, parce que je trouve que quand même, alors, avec nos efforts, encore une fois, on est un petit bip sur l'électrocardiogramme plat du style masculin, mais quand même, il se passe quelque chose depuis quelques années. Mais c'est toujours un bain de jouvence pour nous d'aller en Italie. Et donc voilà, et si vous n'avez pas le temps d'aller en Italie et vous n'avez pas le loisir d'aller en Italie, eh bien vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Bruxelles, vous pouvez aller à Milan, mais en Milan c'est en Italie, chez Pininfarina directement, où vous allez trouver immédiatement une atmosphère italienne et surtout au niveau des vêtements, vraiment un style italien que je trouve vous avez réussi à interpréter de manière réelle. Et aujourd'hui, notamment au niveau des revers, au niveau de la coupe, au niveau de tout ça, je trouve ça génial. Question, tu sais que notre marché est en grande majorité en train de se tourner pour des raisons industrielles, pour des raisons de marketing, pour des raisons de rentabilité, pour des raisons de gestion de stock, pour plein de raisons évidentes. Notre marché est en train de se tourner vers le sur-mesure. C'est-à-dire qu'en gros, du point de vue du consommateur, le consommateur a soif d'avoir des vêtements à sa mesure. Et du point de vue des industriels ou des commerçants, c'est plus facile, en fait, tout simplement, de faire fabriquer à la demande. Vous êtes, pour moi, quasiment ce qui se fait de mieux en France. En tout cas, je connais moins le marché belge et le marché italien, c'est à mon avis un tout petit peu plus compétitif pour vous. Mais en tout cas, en France, je ne pense pas que vous ayez de concurrence dans cette gamme de prix et dans cette qualité stylistique et de fabrication. Alors, comment se fait-il, comment tu expliquerais, toi, le fait qu'une maison comme Pininfarina qui fait, allez, à 90% du prêt-à-porter, c'est votre marché, c'est le prêt-à-porter. On rentre chez vous et généralement on ressort avec un costume, une veste, une maille, un pantalon, une chemise, parce que vous offrez tout ça. Comment tu expliques que, alors que tout le monde dit depuis des années que le prêt-à-porter est en train de chuter, comment se fait-il que vous ayez un tel succès dans le prêt-à-porter au moment où on a plutôt un secteur qui se tourne vers le sur-mesure ? Alors, il faut aussi rappeler que le concept de la marque, c'est Sartorial Ready to Wear. Donc, ce qui veut littéralement dire, en gros, ramener tous les détails qu'on pouvait ou qu'on peut trouver aujourd'hui en grande mesure ou en demi-mesure dans du prêt-à-porter. Chose qui est très rare, encore une fois, sur le marché. Et donc, les gens ont cet appétit de petits détails qui, normalement, étaient accessibles que sur la commande. Donc là, on leur offre en temps réel et comme tu dis, ils peuvent repartir, bon, peut-être pas le jour même, mais avec un petit tourné à faire. Exactement. En quelques jours, ils repartent avec leurs pantalons. Et donc, c'est forcément ce qui crée cet engouement, cette réussite, tout simplement. Les gens aujourd'hui n'ont pas forcément le temps ni la patience de faire de la grande mesure. Ont parfois été déçus aussi de la demi-mesure, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs et malheureusement, bien sûr, à boire et à manger. Et donc, parfois déçus. Et donc, tu l'as justement dit, je pense, dans un de tes épisodes, vaut mieux un bon prêt-à-porter qu'un mauvais sur mesure. On est bien d'accord. Et voilà. Et encore une fois,
les gens viennent chercher cet ADN italien, cette légèreté, cette fluidité, cet accueil aussi, parce que j'ose espérer qu'en boutique, ils ont l'impression de rentrer en Italie. Bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la marque se porte très bien et on se développe énormément, ce qui nous permet aussi d'élargir le spectre de produits que l'on propose. Auparavant, on se contentait au costume, à une veste sport. Aujourd'hui, on fait des choses très largement. Vous faites de la maille, beaucoup. De la maille énormément, beaucoup de chemises aussi. Toujours le pantalon, qui est franchement... On va y revenir, on va même parler des pantalons de chez Pini Parma, on va même les détailler. Mais tu me disais que c'est un marché extrêmement important pour vous, les pantalons. C'est très, très important. Mais donc, tu disais maille, et puis des choses un peu plus casual, et même des lunettes. Exactement, même des lunettes, puisque, comme je te disais aussi, on s'est rendu compte au fur et à mesure que beaucoup de clients nous demandaient, généralement, depuis les photos du site internet, où est-ce que je peux trouver ces lunettes-là, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un marché à prendre pour nous à ce niveau-là. Donc, on l'a fait encore de façon très détaillée, très poussée. Donc on fabrique en Italie les lunettes. Bon, les verres sont allemands, Zeiss. Bon, on peut pas inventer, mais voilà. Donc c'est des verres de qualité. Donc voilà, on va sur des choses très larges. Les gens aujourd'hui s'habillent de plus en plus sport, donc on offre vraiment des vêtements pour le quotidien, pour tous les jours, pour toutes les circonstances, du lundi au dimanche, puisqu'on ne s'habille pas tous en costume. Bien sûr. Donc il y a certaines personnes qui veulent venir chercher chez nous des produits un petit peu plus sport, un petit peu plus casual pour le week-end. Et donc on a élargi cette gamme-là. Donc aujourd'hui, un client qui rentre chez nous, c'est rare qu'il ne puisse pas trouver quelque chose qui va lui plaire, que ce soit en termes de style ou en termes tout simplement d'offres. C'est-à-dire qu'il s'habille de façon plus sport ou très formelle, il va trouver son bonheur chez nous. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance de se développer. Alors, pour rentrer très vite dans le sujet, un costume 2 pièces, dans une belle laine, j'imagine, vous travaillez avec les meilleurs drapiers, VBC, Zegna, l'Europeana, j'imagine. On travaille uniquement à 90% ou 95% peut-être avec des tisserands italiens. Donc il y a peut-être 5 ou 10% de temps en temps chez les Anglais pour des choses très lourdes, très précises qu'on peut que trouver chez eux pour l'hiver notamment. Mais donc oui, on travaille énormément avec l'Europeana, Drago aussi énormément, Fratelli Taglia di Delfino. Donc uniquement des grands... Les usual suspects. Voilà, exactement. Très grands drapiers uniquement. D'accord. Alors, si donc on disait un costume 2 pièces, d'une bonne qualité comme ça, dans un bon tissu italien, donc on est à combien chez vous? 850 ? Il faut compter effectivement à peu près 850 € en prix moyen. En semi-entoilé. On offre un superbe costume entoilé complet avec une laine à Super 150 de chez l'Europeana, toujours, pour un prix de 990 €. Donc, qui est, je pense, aujourd'hui encore imbattable sur le marché. Un entoilé complet à moins de 1 000 €, c'est une performance. C'est fabriqué, encore une fois, à Naples, donc par des gens qui savent de quoi ils parlent et de ce qu'ils font. Bien sûr. Donc, c'était effectivement très bien placé à ce niveau-là. Et je pense qu'on répond à ce manque qu'il y avait sur le marché aujourd'hui. Et du coup, on touche un spectre très large, à la fois de personnes qui ont l'habitude peut-être des plus grandes maisons, qui vont finalement venir chez nous pour ce type de produit-là. Tu veux dire des gens qui vont en grande mesure et qui ont envie peut-être de se faire une petite veste sport rapidement en plus, etc. Oui, ça arrive énormément. Et à l'inverse, on va avoir des gens qui vont économiser énormément, des jeunes souvent, qui par passion, encore une fois, ou par volonté de mieux s'habiller, vont économiser et vont venir chez nous tout simplement pour augmenter un petit peu leur garde-robe, pour step up, comme on dit en anglais, leur garde-robe. Bien sûr. Question, parce que le problème du prêt-à-porter, tu sais, c'est le one size fits all, c'est très compliqué. Alors, on est dans une époque où tout le monde parle plus du sur-mesure. Nous-mêmes, on a beaucoup promu cette chose-là, parce qu'on trouve que c'est une belle chose. Comment... De ton expérience, parce que tu as des expériences très fortes en boutique, puisque tu as démarré comme patron de la boutique de Pini Parma à Bruxelles, si je me souviens bien de notre conversation. Et donc, est-ce que tu arrives, chez Pini Parma, à habiller quasiment tout le monde? On va dire 90% des gens. Oui. C'est-à-dire c'est ça la force aussi d'un bon patronage qui a évolué aussi avec le temps, soyons honnêtes. C'est-à-dire que depuis 7 ans maintenant, le patronage a évolué, que ce soit en termes de coupe, que ce soit en termes de style, pour pouvoir répondre au maximum à la morphologie. Exactement. Bien évidemment, il y aura toujours des morphologies sur lesquelles on ne pourra malheureusement pas agir. Et encore une fois, je pense que c'est aussi un questionnement à se faire soi-même entre ce que vous allez payer comme terme de prix et ce que vous allez obtenir. C'est-à-dire que j'ai des gens qui
ont l'habitude de la grande mesure, forcément, c'est pas le même prix, mais du coup, on ne peut forcément pas attendre le même résultat en termes de fitting. Mais je pense qu'on a un très bon rapport à ce niveau-là, parce que quand ça marche en prêt-à-porter et qu'il n'y a qu'une longueur de manche ou une longueur de pantalon, on peut très bien se vêtir chez nous et avoir quelque chose qui est bien proportionné. Les problèmes les plus fréquents dans le prêt-à-porter à retoucher, on va dire, c'est surtout le problème des épaules, en grande partie. C'est là où c'est plus difficile. Là, je pense que pour une marque de prêt-à-porter, il faut savoir s'arrêter et tout simplement expliquer à la personne qui essaye la veste que effectivement, il y a un petit problème sur l'épaule, par exemple, mais qu'on est sur une veste en prêt-à-porter et que je pense que c'est la concession à faire et l'accepter ou non, encore une fois. Sinon, on peut se diriger bien évidemment en demi-mesure ou en grande mesure. Mais je pense qu'il faut savoir faire des concessions, tout simplement, quand on achète un produit en prêt-à-porter. Il y a beaucoup de retouches possibles, mais effectivement, lorsqu'on parle de balance de la veste, au bout d'un moment, on est limité. Ce qu'on appelle l'aplomb. Voilà, exactement. La vente là, on est limité, etc. On est limité, ce qui est logique sur du prêt-à-porter. Bien sûr, mais par contre, resserrer un tout petit peu à la taille, ça c'est facile. Exactement. Raccourcir une longueur de manche, on peut, avec nos tailleurs aussi, raccourcir par l'épaule, tout simplement. Donc, ça nous permet de garder une belle proportion au niveau des boutonnières. D'accord. Améliorer un peu le cintrage. Améliorer le cintrage, bien évidemment. Raccourcir un tout petit peu la poche, bien évidemment, de façon mesurée, tout simplement. Parce qu'effectivement, après, on ne peut pas bouger forcément les poches. Donc, il faut trouver tout simplement un équilibre dans tout ça. Si tu devais donner un pourcentage, tu penses que vous habillez 90% des morphologies, plus ou moins, on pourrait dire ça? On peut dire ça, effectivement. Parce que c'est toujours un vrai débat. Hein. Moi, j'ai beaucoup parlé de ça avec des marques de prêt-à-porter dites très, très, très haut de gamme, comme Kiton, comme Atolini. Alors, Atolini disent qu'ils font du sur-mesure, même si c'est du prêt-à-porter. Mais bon, c'est sublime, il n'y a rien à dire. Hein, mais tout fait à la main. Là, on est sur des gammes de prix absolument stratosphériques. Je pense qu'un costume Kiton vaut 10 fois plus cher qu'un costume Pini Parma aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que... Alors, la qualité est absolument superlative. Il n'y a absolument rien à dire. Mais je me souviens avoir discuté de nombreuses fois avec les gens de ce Kiton, la famille qu'on connaît très bien, qui me disait que c'est toujours un peu particulier d'essayer d'habiller tout le monde, mais qu'eux, ils pensaient habiller à peu près 90% des gens sans aucun problème de morphologie. Et après, ils avaient une offre en demi-mesure que vous avez également. C'est-à-dire que si j'arrive chez vous, je veux absolument du Pini Parma, mais mon corps... j'ai des épaules trop larges, ou j'ai trop de ventre, ou je ne sais pas, etc. Vous avez la possibilité de m'habiller quand même, mais en passant sur de la demi-mesure. C'est exactement ça. Donc, c'est de la demi-mesure et pas de la grande mesure. Donc, on utilise forcément un patronage. Souvent, c'est des clients qui vont être soit très grands ou très petits. Où du coup, les longueurs, on peut les rallonger, mais bien évidemment, on est limité. Et donc, c'est généralement pour ça qu'on bifurque sur de la demi-mesure. Il y a aussi tout simplement le côté plaisir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent personnaliser aussi leur costume, que ce soit en termes de choix d'étoffe, que ce soit pour la doublure, que ce soit pour le style, tout simplement. Et donc, ces gens-là, on peut répondre aussi à leurs besoins grâce à de la demi-mesure. D'accord. Tu me disais tout à l'heure que les pantalons... Alors, j'étais assez surpris. Je pensais que c'était vraiment le costume, votre marché numéro 1. Tu me disais non, la plus grosse vente chez nous, c'est les pantalons. C'est vrai? C'est ça. Et plus particulièrement le pantalon blanc. Que ce soit en été... pantalon blanc ou en hiver, ce qui est très rare, parce qu'effectivement la plupart des hommes aujourd'hui, on en voit très très peu en pantalon blanc, mais c'est effectivement le best-seller de chez nous et de très loin, très très loin. Oui, donc encore une fois, je pense que ça s'inscrit dans cette idée d'Italie, dans cet ADN, dans ce lifestyle. Le pantalon blanc va finalement avec beaucoup de choses, avec quasiment. Comment on porte un pantalon blanc l'hiver? On porte un pantalon blanc, donc déjà nous on fait des cotons avec un toucher un petit peu peau de pêche velours pour l'hiver, donc d'un poids un petit peu plus lourd que celui d'été naturellement, qui est lui un twill de coton un petit peu plus plat. On va le porter souvent avec un col roulé. Nous on adore en fait le col roulé. C'est vrai que Pini Parma, il y a beaucoup d'images avec costume, veste sport col roulé. C'est exactement ça. Et donc on va se permettre par exemple un total look off-white, puisque c'est jamais blanc-blanc, on parle bien évidemment d'un blanc cassé. Donc pantalon blanc cassé, un petit col roulé en mérino ou un mélange laine cachemire un petit peu plus épais, encore une fois dans les tons blanc cassé. Et là, on va se permettre du coup une petite fantaisie, on va dire ça comme ça, avec une couleur peut-être un tout petit peu plus forte sur le blazer, sur la veste sport. Comme tu peux voir derrière toi ici, par exemple, ce très beau sage. Donc, c'est un gris, c'est un velours côtelé. Et donc, forcément, quand on va être habillé tout en blanc, ce qui va ressortir ici, c'est finalement la veste. Bien sûr. Et donc, c'est finalement très facile. Alors oui, il y a des gens qui ont peur de le salir. C'est des cotons, donc ça se lave assez facilement. Mais voilà, ça reste... Et donc, tu dis que c'est le best-seller chez vous, le pantalon blanc, que ce soit en été ou en hiver. Moi, je trouve ça très beau, personnellement. Effectivement, alors, le premier réflexe de tout le monde, c'est de dire
pantalon blanc, c'est salissant, etc. Bah oui, c'est salissant. Mais sortir dans la rue, c'est salissant. Exactement. Vivre, c'est salissant. Exactement. Et donc, non, mais c'est vrai ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut en prendre un tout petit peu soin, mais c'est vrai que, tu vois, tu me donnes une idée. On me pose souvent la question de me dire, mais comment je pourrais démarrer ? Tu vois, une vraie déclaration de style, mais le costume, j'ai pas trop envie d'aller sur un costume, etc. Et j'avais jamais pensé. Alors moi, je parle toujours, aller sur un blazer bleu, un joli pantalon gris, flanelle gris, très beau, ça marche toujours. Hein, on est d'accord. C'est vraiment le basique. Mais j'avais pas pensé au pantalon blanc. Alors évidemment, le pantalon blanc l'été, sans problème, évidemment. Un pantalon de lin avec une paire de mocassins, sans chaussettes ou chaussettes invisibles pour pas me prendre trop de tomates pourries, et une jolie chemise de lin au bord de la piscine, pas rentrer dans le pantalon et tout de suite c'est beau, tout simplement. Mais en hiver, j'avais jamais abordé cette question. Tu sais quoi ? Je vais faire une tenue chez Pini Parma avec un pantalon blanc. Tiens, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Parce que je voudrais voir une tenue d'hiver. Alors, on enregistre. Je suis en lin, mesdames, messieurs, aujourd'hui. Nous sommes le 10 juillet. Je pense qu'au moment où vous verrez ces images, on sera plutôt à l'automne ou en septembre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis derrière nous des choses plutôt hivernales. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir un petit sneak peek, comme on dit en anglais, une petite intrusion en avant sur les collections qui vont arriver donc pour Pini Parma pour l'hiver 2024 et 2025, qui sera la période, j'imagine, durant laquelle vous allez visionner cet épisode. Alors, tu me parlais de pantalons et du fait que les pantalons étaient très importants. Et tu voulais nous montrer le pantalon Pini Parma. C'est ça. Donc, on va le montrer. Voilà, un joli pantalon. Alors, je vais d'abord le décrire moi et après, tu vas le décrire toi. D'accord. Alors on l'appelle le Soragna, donc Alors c'est quoi ? C'est le nom du modèle qu'on lui a donné, hein, donc c'est le nom d'une ville en Italie. Pantalon avec une pince. Exactement. D'accord. Taille haute, relativement haute. C'est ça. Alors certains aficionados vont l'appeler une taille naturelle, qui va se situer à peu près à 2-3 cm du nombril, qui est finalement une coupe pour nous taille haute, puisqu'encore une fois, on est dans un prêt-à-porter. Il faut essayer de plaire au plus grand nombre, et je pense que c'est la bonne balance à ce niveau-là. C'est joli, hein, quand même, c'est bien fait. Raconte-moi l'intérieur, donc il y a plein de détails. Donc voilà, ce que nous disait Romain tout à l'heure, c'est que je pense que tu as raison. Les fondements du succès de Pini Parma, c'est de trouver dans un produit de prêt-à-porter des détails de grande mesure ou de demi-mesure, enfin des détails sartoriaux. Par exemple, le side adjuster, comme on dit je ne sais jamais le dire en français. Les pattes de serrage. Les pattes de serrage. Je dis side adjuster parce que, mesdames, messieurs, je parle anglais malheureusement plus souvent que français. Donc les pattes de serrage, ça c'est typiquement quelque chose qui vient de la culture sartoriale. C'est ça. Hein, raconte-nous un petit peu alors, il faut savoir que chez nous, jusqu'à il y a très peu de temps, on faisait que du pantalon avec des pattes de serrage. D'accord. On a tout doucement, vu que la gamme s'est élargie, proposé des pantalons avec des passants de ceinture, chose qu'on n'a jamais faite jusqu'à présent. Ça, c'est l'ADN italienne. Ça fait 7 ans qu'on fait des pantalons à pattes de serrage. Donc, si on vient chez nous et qu'on n'aime pas la patte de serrage, malheureusement, il y avait un petit souci. Ou en tout cas, c'était à nous d'être convaincants et tout simplement de faire essayer pour montrer que c'est beaucoup plus confortable, que ça s'ajuste au millimètre près finalement, et qu'on peut jouer au fur et à mesure de la journée avec. Mais ce qui est très marqué chez nous, forcément, c'est qu'on a un bandeau ceinture déjà qui est très large, qui est très haut, qui fait 5 cm. Très large. Donc c'est très haut par rapport à ce que vous pouvez trouver en général en prêt-à-porter, avec un onglet étendu. Donc c'est cette partie-là, tout simplement, qui, elle, est étendue, fermée par 2 boutons, tout simplement. Et, comme tu l'as dit auparavant, une pince tournée vers l'extérieur. D'accord. Voilà. Okay. Et on va retrouver un petit tas de détails. Donc on a la petite poche ticket. Exactement. Avec effectivement tous les petits travettos pour renforcer l'ensemble des poches. C'est très joli. On va trouver, vu que le bandeau ceinture est assez haut, ce qu'on appelle un after dinner split en anglais, donc un V d'aisance, effectivement, pour donner un tout petit peu plus de flexibilité à ce bandeau qui est assez haut. Voilà. C'est de la belle ouvrage. Et ça, c'est le pantalon du costume qui est derrière toi, n'est-ce pas ? Exactement. Qui est une jolie laine. Moi, je pensais que c'est du cachemire au début, parce que la main est tellement bonne qu'on a l'impression que c'est du cachemire. Mais non, on est chez les Italiens, c'est sans aucun doute, parce que la main dit tout. C'est aussi l'ADN de Pini Parma. C'est-à-dire que, comme je te dis, on sélectionne majoritairement des mains italiennes pour cette raison-là. Tu te souviens de quelle laine c'est, ça ? Je pense que c'est Drago, de mémoire. Donc c'est un super 150. Voilà, exactement. Très très beau, très belle main. D'ailleurs, Drago, ils ont toujours une main assez étonnante. Moi, je les connais bien. On a travaillé avec eux pendant de nombreuses années. Et c'est surtout, ils ont beaucoup investi dans les machines. Dans ces 5-6 dernières années, je pense que c'est la filature qui a le plus investi dans les machines. Et avec des procédés de finissage, on ne dit pas de finition, de finissage, extrêmement intéressants. Et ils ont toujours cette main un peu
à la fois sèche et moelleuse. Je ne sais pas comment dire. C'est ça, surtout pour les flanelles. Ouais. Pardon ? Surtout pour les flanelles, effectivement. Oui, exactement. Et ils sont aussi, je trouve, très créatifs dernièrement, que ce soit en termes de... Là, on va parler plutôt de design, donc de tout ce qui est motif. Je trouve que c'est toujours assez juste, que ce soit en termes de contraste, quand on prend un beau Prince de Galles. C'est très dur de trouver un Prince de Galles qui, pour nous, est parfait. Exactement. Que ce soit en termes de contraste de couleurs, d'intensité aussi. Et je trouve que c'est généralement très bien fait chez Drago. Même si, encore une fois, chez l'Europeana, on trouve aussi de très belles choses. Mais Drago, aujourd'hui, je trouvais très créatif. Et en plus, un très bon rapport qualité-prix. Exactement. En plus, que vous répercutez, j'imagine, sur vos costumes, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Un costume typiquement, donc celui-ci, c'est les costumes complets, c'est un 2 pièces. Là, on est en dessous de 1 000 €. Oui, exactement. On va être à 790 €. 790 c'est ça, pour ce genre de costume-là. Il faut savoir que ça commence à 750 pour aller jusqu'à 990 €. D'accord. Donc, dans cette fourchette-là, on va... plus ou moins en dessous de 1 000 €. Voilà, exactement. On ne sera jamais au-dessus, à part si on se fait plaisir et qu'on opte pour un costume en demi-mesure. D'accord. Voilà. Quelle est votre clientèle habituelle ? Donc, tu me disais qu'il y avait une vraie différence de clientèle entre la rue de la Boétie. Alors, moi, je connais la rue de la Boétie, qui est votre boutique initiale, originelle, qui est une très jolie boutique d'ailleurs. Et vous avez ouvert après Boulevard Saint-Germain, puis à Bruxelles. Alors, tu me disais qu'il y avait des différences. Bruxelles, Premièrement Bruxelles et après Boulevard Saint-Germain et après Milan. D'accord. Mais oui, il y a une clientèle qui est très large. Donc là, on va parler de 2 boutiques parisiennes pour les comparer un petit peu. Très très large, puisque finalement Boulevard Saint-Germain, c'est essentiellement beaucoup de touristes. D'accord. Et donc en fait, la clientèle de passage. De la clientèle de passage ou de destination. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, vu qu'on a la chance d'être suivi énormément sur les réseaux sociaux, d'être, je pense, très bon à ce niveau-là. On a énormément de clients qui sont de passage à Paris et qui en profitent pour faire un petit crochet dans nos boutiques parisiennes et notamment celle de Saint-Germain. D'accord. Et donc ça nous permet là vous vendez donc du pantalon, de la maille, beaucoup, des choses un peu plus et du sport. coup on vend beaucoup moins de costumes effectivement au boulevard Saint-Germain que rue de la Boétie qui est un quartier un petit peu plus business. Un quartier d'affaires. Exactement. Et là vous avez les avocats, les banquiers, enfin les gens qui portent le costume. Et est-ce que tu as vu toi cette nouvelle génération des gens qui viennent acheter un costume ou une pièce à manche chez toi par passion, par choix et non pas par obligation, parce que tu sais que le marché, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je disais que, à mon avis, vous avez peu de concurrence aujourd'hui sur Paris, en dehors des gros mastodontes Sud Supply, Boji, qui malheureusement ne fabriquent plus tout à fait en Italie. Et c'est parce que les marques italiennes, habituelles qu'on avait sur le marché, les Canali, Corneliani, Palzilleri, etc., qui trustaient le marché parisien, il y a encore une dizaine d'années, c'était eux. Il n'y avait quasiment rien d'autre. Et aujourd'hui, ils ont tendance un tout petit peu pas à disparaître, mais en tout cas, ils sont moins puissants. Et vous avez réussi à vous repositionner sur ce marché-là. Mais ma question, c'est, est-ce que tu vois venir les gens qui viennent porter le costume par choix et non plus par obligation? Est-ce que ça existe vraiment ou c'est juste dans ma tête? Alors, nous, on a la chance d'avoir essentiellement que de ça. C'est-à-dire qu'on est une marque où les gens viennent... ils sont renseignés, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous parce qu'ils ont repéré un style. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu un travail psychologique en amont qui a été fait de leur côté. Et donc, ils viennent par passion. Forcément, il y a des gens qui doivent encore porter le costume. Bien sûr. Et il y a des gens qui doivent le porter et qui éprouvent encore quand même un peu de plaisir à le porter. Donc, vont venir chez nous. Mais non, nous, on a vraiment une clientèle de passionnés, de passionnés et déjà éduqués aussi à ce niveau-là. C'est pour ça peut-être qu'on peut expliquer vendre facilement ce genre de détails, puisqu'effectivement c'est assez déroutant pour la plupart des gens qui portent habituellement un costume au quotidien de ne pas avoir de passant de ceinture au niveau des pantalons. Bien sûr. Et donc ils sont passionnés, ils sont renseignés, donc on a la chance de travailler avec ça. Ça me fait plaisir. Et une clientèle aussi de plus en plus jeune, encore une fois, même si forcément les costumes classiques business vont être essentiellement portés par peut-être des quarantenaires, voire plus, pour le travail. Il va y avoir énormément de jeunes qui vont venir s'acheter un costume alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin au travail, loin de là. Ils vont le porter finalement le week-end, chose que les gens normalement en costume font l'inverse. Eux, ils vont le porter. C'est de la musique pour mes oreilles, music to my ear, comme disent les Américains. Ils vont le porter le week-end pour se faire plaisir. Donc non, on a la chance d'avoir ces gens-là et je pense que pour nous, ça nous permet d'avoir un spectre et d'être plus créatifs. On est plus libre à ce niveau-là parce qu'on sait que les gens vont être plus réceptifs à ce genre de choses un peu différentes de ce qu'on peut trouver, comme tu as cité chez Canali, qui est très classique, par exemple. Bien sûr. Alors moi, ça c'est vraiment de la musique dans mes oreilles, ce que tu es en train de me dire, parce que tu es en train de me dire que ce pourquoi on prêche depuis plus de 15 ans en ce qui nous concerne, ça crée quelque chose. Il y a un effet réel avec cette jeune génération qui vient par passion et tu me dis que vous êtes... Alors, je ne suis pas surpris de ça parce que je pense que l'aventure Pini Parma est née
au moment de la vague. À ce moment-là, en fait. Exactement. Au moment de la vague, parce que moi je me souviens, je connais bien Thomas, quand il m'a dit qu'il lançait sa maison, je connaissais le goût très sûr du jeune homme. Je me suis dit, lui, il va y arriver, parce qu'il a un œil d'abord, il a une vraie qualité esthétique. Bon, puis c'est en plus un garçon, c'est un man of the cloth, c'est un gars qui fait ça, quoi. C'est sa passion, c'est sa vie, c'est son métier. En plus, il est italien, donc c'est un peu son sang. Mais j'avais tout de suite perçu qu'il y avait une possibilité, et c'était dans cette vague sartoriale, alors qui ne s'est pas arrêtée, hein, évidemment, on continue à faire le travail, mais je pense qu'il est arrivé au bon moment, et donc il a tout de suite attiré vers lui, vous avez tout de suite attiré vers vous cette nouvelle génération de gens qui aimaient la qualité. Et depuis, vous avez tracé donc votre sillon, et vous avez ouvert, donc vous avez 4 boutiques pour l'instant, c'est-à-dire 2 à Paris, 1 à Bruxelles, 1 à Milan, avec peut-être des projets dans le monde anglo-saxon, alors on peut le dire peut-être. Oui, on peut le dire, ça y est, c'est décidé. Bon, il n'y a rien de signé pour l'instant, mais on y travaille au quotidien. Une prochaine ouverture à Londres en 2025, donc une boutique physique. Et on développe aussi de plus en plus le B2B aussi qui va être donc tu veux dire pour vendre dans des magasins exactement, multimarques. Donc des multimarques bien évidemment sélectionnées par nos soins qui vont vendre des marques concurrentielles mais donc sur le même niveau de qualité que nous pour les États-Unis et aussi pour tout ce qui est pays de l'Est, la Russie notamment. D'accord. Moi je sais, on avait écrit sur vous en langue anglaise et je sais qu'on avait déjà capté quelques personnes aux États-Unis qui s'intéressaient vraiment. Alors c'est assez étrange parce qu'on se dit mais bon, quand même, un Américain qui vient commander sur l'Internet des vêtements, c'est quand même pas facile à faire, français, fabriqués en Italie, on se dit mais pourquoi il va pas chez lui? Eh bien je vous le dis mesdames, messieurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas. Ou en tout cas il n'y a pas exactement ça, c'est-à-dire une boutique. Ce que tu m'as dit tout à l'heure m'est resté en tête. Patte de serrage, c'est-à-dire jusqu'à il y a récemment, chez Pini Parma, on ne trouvait pas de pantalon avec des passants de ceinture. Tu sais que moi, alors c'est maintenant fort connu, je ne suis pas un grand amateur des ceintures. Je pense que j'ai un peu exagéré sur le sujet en disant mettez des pattes de serrage, que je trouve que c'est tellement plus beau, plus pratique et plus joli pour la silhouette, tout simplement. Mais je trouve ça fort quand même que vous ayez décidé au début d'être totalement puriste en disant non, chez nous, les pantalons, c'est avec des pattes de serrage parce que la ceinture, ça a tendance à couper la silhouette en deux, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Mais je trouve ça très, très fort. Et que tu me dises en plus que vous avez la clientèle des passionnés qui est vraiment un peu votre soubassement, le soubassement de la marque. Je trouve ça absolument génial. Donne-nous quelques idées. Donc là, on est sans doute je prends des risques, septembre-octobre pour la diffusion de cette émission qu'on enregistre donc au mois de juillet. Donne-nous quelques petits, lève un petit peu le voile. Ça va être quoi le style Pini Parma pour 2024-25, l'hiver? Donc on reste sur vos fondamentaux, j'imagine, des belles matières, etc. Mais donne-nous peut-être 2-3 pièces dont on a envie de parler pour montrer là où vous allez stylistiquement. Alors il y aura beaucoup de velours côtelé encore une fois, parce c'est bien, ça. Que ce soit en termes de pantalon. Donc on va faire un pantalon blanc en velours côtelé. Super. Autant aller au bout des choses. Bien sûr. Beaucoup aussi de couleurs un petit peu plus pastel, plus douces. Donc voilà, comme le vert. Le velours côtelé, ça revient, c'est intéressant. Ça fait quelques années que c'est revenu. Ça fait quelques années, mais il y a encore cet engouement pour quelques pièces ponctuelles, bien évidemment. On ne parle pas d'un costume complet en velours côtelé, là c'est très difficile, ça peut être joli, mais c'est très difficile, encore une fois, pour une production prêt-à-porter, parce qu'il faut rappeler qu'on est en prêt-à-porter. Bien sûr. Donc des couleurs un petit peu plus douces et pastel, toujours combinées avec des tons naturels, parce que Pini Parma, c'est aussi ça et avant tout ça. C'est quoi? C'est les tons naturels, donc tout ce qui va être beige, crème, blanc cassé, toutes ces couleurs très douces, combinées justement avec une couleur un peu plus pastel, donc un vert pastel, un bleu ciel, donc des couleurs très douces qui finalement, encore une fois, sont pas commune dans le vestiaire masculin, puisqu'on parle souvent d'un bleu et d'un gris, chose qui est rassurante, qu'on aime tous, mais quand on veut sortir un petit peu de tout ça, il y avait finalement pas grand monde, à part je pense, nous en prêt-à-porter, encore une fois. Donc c'est toujours cette direction-là, avec encore une fois un développement des pièces un petit peu plus casual, parce que comme on en a discuté, les gens portent quand même un peu moins de costumes, donc doit trouver des alternatives pour les habiller, que ce soit au quotidien, au travail, sans être en costume. Donc ça passe par des vestes safari, d'hiver. Là, par exemple, on va faire des très belles safaris en Super 180 de chez Drago. Donc, on a gardé ce côté très tailleur avec une très belle main, avec une très belle étoffe, mais
dans une pièce un petit peu plus sport. Bien sûr. Et je pense Bien que sûr, voilà, bien les sûr. gens sont friands de ce genre de choses-là. Donc le mélange entre la très bonne main, d'une belle étoffe, d'une belle flanelle, d'un beau cachemire, mais dans des détails ou dans des coupes un tout petit peu plus sport et un petit peu plus contemporaines. Bien sûr. Manteau. Manteau, bien évidemment. Tu me parlais du raglan, alors, parce que moi, je me souviens du raglan, c'était plutôt l'époque de mon grand-père, c'était très célèbre à l'époque, le raglan. Et alors, le raglan, on va vous en montrer à l'image, évidemment, hein, c'est ce type de manteau où, en fait, la tête de manche n'existe pas. Hein, en fait, c'est une ligne directement, ce qui permet de superposer les couches en dessous et de ne pas avoir l'air d'être un super-héros un peu engoncé directement. Donc, ça revient vraiment, le raglan. C'est une esthétique assez particulière, hein, tout de même. Oui, parce que encore une fois, c'est aussi un petit peu plus arrondi. Ouais. C'est ceinturé, donc c'est parfois un peu féminin pour certaines personnes. Mais effectivement, ça s'inscrit encore dans cette idée d'avoir de la légèreté, même si on porte un manteau qui fait 500 grammes. C'est quand même d'avoir une liberté de mouvement, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il ne va pas y avoir une superposition de tête de manche, et donc on va être beaucoup plus libre dans ses mouvements. Et voilà, un petit peu plus sport, encore une fois, par rapport à un par-dessus classique, 2 boutons, 3 même boutons. Si vous faites de très beaux Même si on le fait, bien évidemment, parce qu'il en faut. Mais le raglan est une belle alternative si on cherche un manteau dans un drap de laine et pas une doudoune. Donc être élégant, mais un tout petit peu plus sport, encore une fois. Et donc vous allez produire, j'imagine, donc vous avez des manteaux, vous en faites beaucoup. Tu me parlais d'un manteau en pur cachemire, là Oui, alors ça, c'est pas encore pour l'hiver 2024-2025, ça sera pour 2025-2026, parce qu'on travaille déjà sur la collection hiver, du coup, 2025-26. D'accord. Parce qu'il y avait le salon Milano Unica il y a quelques jours. Oui, bien sûr. Alors, Milano Unica, c'est le salon des drapiers. C'est ça. En fait, moi, j'adore aller là-bas. Alors, je n'y suis pas allé cette année, mais c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent au tissu, c'est là qu'il faut être, hein, tout simplement. Exactement. Et tous les grands drapiers donc, présentent leur collection, mais ils tapent toujours avec un an d'avance. Hein, donc, c'est un métier particulier. Hein. C'est bien pour ça que beaucoup de gens se tournent vers le sur-mesure. C'est tellement plus facile. C'est plus facile. Alors que vous devez toujours anticiper. Tu veux dire que vous travaillez déjà sur pas l'hiver qui vient, mais celui d'après. C'est ça. C'est bien ça. Et avec des projets en pur cachemire, c'est ça? Voilà, il y aura un manteau en pur cachemire de chez l'Europeana. D'accord. Donc là, pour le coup, on va le faire assez classique. Donc ce sera le par-dessus droit, bien sûr. 3 boutons, 2 poches, voilà, très simple, avec un revers, bien évidemment, un cran tailleur sport, pour faire un beau basique classique, mais dans une très belle main. Bien sûr. Super. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, on va finir en vous donnant un tout petit peu des informations pratiques. Donc, Pini Parma, 4 boutiques. 2 à Paris, 1 à Bruxelles, 1 à Milan, une boutique en ligne, qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Et c'est majorité même, c'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui plus sur Internet, tout simplement, que sur nos points de vente. Ouais. Même pour les costumes? Même pour les costumes, énormément de costumes. Tu l'as dit aussi aux États-Unis, par exemple. Le marché des États-Unis est énorme pour nous aujourd'hui, en ligne, du coup. Et parce qu'encore une fois, il y a un manque même chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de costumes dans ces prix-là, dans cet ADN-là, avec ce flair-là, dans cette gamme de prix. Hein, parce que, encore une fois, les États-Unis n'est pas le même marché. Donc, pour eux, quand ils achètent un costume, même s'il est en ligne, c'est très peu cher par rapport à ce qu'ils peuvent acheter sur place. Et ils n'ont pas cette résistance de se dire, et la taille, et les retouches, etc. J'imagine un petit peu tout de même. Alors forcément, mais bien évidemment, on est là aussi pour les accompagner, parce qu'on a un customer service qui est assez réactif à ce niveau-là. On essaye bien évidemment de mettre tout en place pour que ce soit facilité en termes de... on a un guide détail qui est très complet. On a la possibilité de commander et de retourner gratuitement. Donc si on fait une erreur de taille, ce qui peut arriver surtout pour une première commande, on a la possibilité de le renvoyer gratuitement. Donc c'est très rapide via DHL. Donc on a facilité au maximum cette démarche-là, même si bien évidemment c'est toujours compliqué d'acheter un costume à distance. Bien sûr. Mais on essaye de mettre tous les outils en place pour faciliter cette expérience achat. Et de votre expérience, vous avez un grand pourcentage de succès. En fait, sur le sujet. Je pense que ça vient de votre ADN prêt-à-porter. Parce que vous avez l'habitude, c'est-à-dire que votre démarche initiale, c'était de dire, travaillons sur des blocs, on appelle, ou des patronages qui vont, essayer d'habiller la grande majorité des morphologies, et notamment en termes de hauteur, d'emmanchure, etc. J'imagine c'est relativement haut pour du prêt-à-porter. C'est un sujet qu'on n'avait pas abordé, mais tu sais que je suis obsédé par la hauteur de l'emmanchure. Oui, bien sûr. Oui, c'est bon. On fait fabriquer à Naples, donc l'emmanchure est déjà
déjà de base assez haute par rapport à certains prêt-à-porter. Encore une fois, moi personnellement, quand je fais mes costumes en demi-mesure, je les monte un petit peu parce que j'aime beaucoup ça aussi. Ouais. Mais encore une fois, il faut trouver une bonne balance et une proportion pour fitter les 90% des personnes qu'on parlait. Alors, l'une des choses pour moi, Romain, qui, je pense, démarque Pini Parma de toute la concurrence, c'est que chez vous, on peut trouver en prêt-à-porter des choses qu'on ne trouve pas généralement en prêt-à-porter. Par exemple, on parlait, tu sais que c'est une de mes grandes passions, le costume croisé. Alors, on en trouve quelques-uns en prêt-à-porter, mais c'est toujours un tout petit peu acrobatique de trouver un croisé en prêt-à-porter bien taillé, bien coupé, qui tombe bien. Et je sais que chez vous, le croisé, c'est une vente importante. Effectivement, on fait énormément de croisés et on vend beaucoup de croisés. Comme je te dis, on a une clientèle passionnée, donc ils viennent chercher ce genre de produits qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Au-delà de ça, le croisé chez nous, il a des proportions aussi qui sont, je pense, bien balancées. Donc on va montrer plein d'images. On va trouver des très grands revers qui sont parfois disproportionnés pour certaines personnes, parce qu'il faut avoir un certain œil aiguisé pour ça. Mais les gens viennent chez nous pour ce genre de produits. On fait aussi des choses un petit peu plus particulières dans le choix des tissus, par exemple. Donc on parlait du Solaro tout à l'heure, parce que alors ça m'avait vraiment, vraiment bluffé de se dire, il y a un endroit, j'allais dire en France, mais je pense que c'est même plus large que ça, dans le monde. Alors, on ne parle pas des Kitons à Toligny à 7 000 € le costume, bien entendu. On parle de tarifs accessibles pour la personne dont ce n'est pas forcément la passion absolue ou qui n'a pas le portefeuille pour aller chez Kiton ou chez Atolini, qui sont évidemment un peu le sommet, c'est l'Everest en termes de prêt-à-porter de grande qualité. Mais effectivement, moi, j'étais complètement bluffé que vous offriez, donc, par exemple, le Solaro, qui est alors pour ceux qui nous suivent, je pense que la grande majorité d'entre vous savent ce que c'est le Solaro, mais d'ailleurs Romain, on va en profiter pour qu'il nous réexplique ce que c'est. Le Solaro, c'est un tissu en fait tout simplement un peu particulier avec une trame d'une couleur différente dans l'armure de la veste qui fait que ça a des propriétés de réflexion du soleil. Mais chez vous donc on trouve du Solaro en prêt-à-porter et même pas que le Solaro standard, vous avez même des variations. Raconte-nous ça. Alors, on fait le grand classique Solaro, donc qui est une tonalité un petit peu beige qui va tirer vers les rouges orangés en fonction de la luminosité. Donc, c'est un tissage en chevron. C'est pour ça aussi que ça reflète énormément la couleur et la lumière. Et donc, celui-là, on l'a fait de façon très napolitaine. C'est-à-dire que vous allez trouver... Avec les manches froncées. Exactement, une épaule froncée, typique napolitaine. On va aussi trouver un faux 3 boutons. Donc, c'est le premier bouton qui est inclus dans le revers, comme ceci, qu'on ne va jamais fermer. On dit un 3-roll 2 en anglais. Exactement. Un faux 3 boutons. Exactement, avec des fentes très hautes. Donc, encore une fois, très napolitaine, très nonchalante. Finalement, on porte un costume, mais comme on porterait une simple chemise. Non doublée, bien évidemment, parce qu'on cherche la légèreté. Une surpiqûre aussi un petit peu plus large, donc plus marquée. Là, c'est vraiment le costume de connaisseur. Pour les gens qui veulent un costume en Solaro, en prêt-à-porter, c'est tellement rare. Chez nous, ils ont le complet napolitain par excellence. Et au-delà de ça, on a fait ce traditionnel-là, mais on a aussi proposé le Solaro bleu, qui est une option du coup peut-être un petit peu plus facile d'accès pour un premier Solaro. C'est vrai. Où là, du coup, c'est un 2 boutons. Poche plaquée toujours, mais à 2 boutons, donc peut-être un peu plus simple, une surpiqûre aussi un petit peu plus... Et avec une trame donc d'un bleu différent, c'est ça pour donc respecter l'idée du Solaro. C'est ça, donc en fait à la lumière, il y aura une prise, il y aura un petit bleu un peu canard comme ça qui va se réfléchir avec la lumière et avec le soleil. Donc voilà, vraiment les costumes de connaisseurs qu'on ne trouve finalement nulle part ailleurs. Qu'on ne trouve pas. Moi, je vous félicite d'ailleurs pour ça, parce que j'étais même surpris, pour tout te dire, qu'on puisse trouver du Solaro en prêt-à-porter chez Pini Parma. Donc je pense que ce n'est que mon avis, Romain, mais il me semble que c'est l'une de vos forces de proposer... bien sûr, vous pouvez habiller tout le monde, c'est votre raison d'être, mais aussi d'être en capacité de proposer des vêtements avec des détails sartoriaux très avancés, d'une certaine manière, qui peuvent aussi plaire à un public de passionnés. Et pour ça, je pense que c'est, à mon avis, l'une de vos marques de fabrique. Donc, 4 boutiques, vente en ligne, c'est-à-dire que les gens peuvent commander chez vous. Alors, des choses plus faciles à commander, comme de la maille, par exemple, comme des polos, comme des pulls, etc. etc. Donc, on va dire panier moyen pour un costume. Parce que je reste sur le costume, c'est un peu notre étalon ici, tu sais, c'est de ça qu'on parle. Donc, aux alentours de 850 €, on va dire, pour une belle laine, en semi-entoilé, et avec un choix très large.
Ouais, on offre à peu près, je dirais, entre 5 à 10 costumes permanents. Donc, ce sont des costumes avec un lainage 4 saisons qu'on va produire toute l'année. Et on va proposer à peu près 15 costumes de saison, été ou hiver. Donc, généralement, soit des lins ou des mélanges de lin pour l'été, ou des flanelles ou des choses un petit peu plus lourdes avec du cachemire pour l'hiver. Super. Eh bien voilà, donc on voulait vous parler de Pini Parma. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Alors j'aimerais rajouter, parce que je sais que ça tient à cœur la fondatrice également, parce qu'ils sont deux, c'est deux cofondateurs, donc c'est Thomas, mais aussi sa femme. D'accord. On ne dit pas assez, Bien sûr. Et elle est tout aussi importante sur des tâches très diverses, bien sûr. mais elle est présente au quotidien. D'accord. Et donc c'est une marque qui s'est développée aussi en couple. Voilà. C'est une marque familiale. C'est une marque familiale. C'est un bel exploit qu'ils ont réussi quand même. Pour conclure, mesdames, messieurs, je vais vous le dire en 3 mots. Moi, je pense qu'en prêt-à-porter, en tout cas en France, peut-être plus loin, vous avez aujourd'hui assez peu de concurrence. Je pense aussi que c'est cette aventure entrepreneuriale qui est quand même assez jolie, donc par un couple qui a décidé de se lancer dans cette grande aventure. Je trouve que d'un point de vue donc entrepreneurial, j'invite les personnes qui nous regardent, si vous êtes client chez Boji ou chez Suit Supply, qui sont des bonnes maisons, enfin je veux dire, jamais je ne dirai du mal de ces 2 maisons, puisque toi d'abord, je pense que tu as travaillé un tout petit peu chez Suit Supply il y a longtemps, avant d'arriver chez Pini Parma, et que 2, je pense que c'est des personnes et des maisons qui ont accélérer le mouvement de démocratisation du costume et de mettre à la portée de plus de bourses possibles des costumes de bonne qualité. Après, le succès aidant, ils ont un peu délocalisé leur production, même si chez Suit Supply, c'était dès l'origine en Chine, et ils s'en sont jamais cachés d'ailleurs directement. Boji, c'était plus en Italie. Maintenant, c'est un tout petit peu en Italie parce que je pense que leurs investisseurs sont plutôt d'Asie, tout simplement. Et que donc aujourd'hui, ça me semble totalement cohérent et même presque un bon geste d'aller chez Pini Parma. Pourquoi ? Parce que c'est une société française bâtie par un couple de franco-italiens, on va dire. Alors, ils sont 100% italiens, mais ils ont vécu à Paris. Exactement. Ah oui, ils sont 100% italiens, mais moi, je sais, il parlait tellement bien le français, Thomas, il était vraiment adopté, littéralement à Paris. Mais bon, je trouve que c'est bien d'aller chez une entreprise encore de taille humaine, on va dire, même si le développement est là, pour aller acquérir des très beaux vêtements et avec surtout donc ces détails sartoriaux que vous ne trouvez quasiment nulle part ailleurs, et également, et vous savez que pour moi c'est très important, des revers dignes de ce nom. Est-ce que les jeunes gens qui viennent chez vous sont contents de trouver des vrais, alors pas aussi gros que les miens, mais enfin moi c'est un peu une obsession, mais je regarde par exemple tous les revers que je vois chez vous sont des vrais revers, quoi, pas les trucs totalement petits, etc. Est-ce qu'ils sont surpris ou contents de voir des vrais revers quand ils viennent chez toi ? Alors, majoritairement contents, et ils viennent pour ça, encore une fois. Ah, ils viennent pour ça. Ouais, exactement, parce qu'encore une fois, c'est très rare. Parfois, on a des clients qui sont surpris, mais encore une fois, on fait que ça. Donc, c'est à nous de les éduquer, entre guillemets, et de leur expliquer quels peuvent être les bienfaits en termes de proportions visuelles sur la silhouette, et de parti pris stylistique, un peu comme les pantalons. Bien sûr. Voilà. Et je ne pouvais pas ne pas parler des revers, mesdames, messieurs, vous savez que c'est un peu mon obsession. Merci Romain pour ta présence et ta visite. Je pense que nous avons fait le tour à peu près de la question. Donc Pini Parma, les boutiques, on va vous mettre les liens, les descriptions, le compte Instagram qui est assez gros, pour que vous puissiez plonger dans cet univers. Et encore une fois, mesdames, messieurs, si vous avez envie d'aller vers une démarche sartoriale, si vous avez envie de commencer du bon pied, je ne peux que vous inviter à aller regarder le travail de Pini Parma parce que c'est pour moi et pour toute mon équipe d'ailleurs quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde du prêt-à-porter. Je ne parle pas de sur-mesure là, je parle de prêt-à-porter, mais c'est des adresses absolument incontournables. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales. D'ici là, portez-vous bien, habillez-vous et puis faites un petit tour chez Pini Parma. Vous verrez, vous serez surpris du nombre de choses que vous aurez envie d'acheter. À très bientôt les amis. Au revoir.